Alors, je vous ai dit un mot tout à l'heure de mes antécédents de dessinateur, que jusque vers la trentaine, je n'étais pas sûr de devenir universitaire chercheur enseignant ou dessinateur. Et puis donc j'ai finalement basculé du côté chercheur enseignant, mais j'ai continué à dessiner jusque vers la trentaine. Et ça, c'est à la fois mon plus grand et celui dont je suis le plus fier, et l'un des derniers, parce qu'après ça, je fais encore 2 ou 3 petits, mais bon, ça n'y était plus vraiment. Je l'ai dessiné, alors c'est à la plume et à l'encre de Chine. Hein. Je l'ai dessiné au cours les débuts de mon séjour au Japon, puisque je l'ai commencé, je vois ici, je l'ai commencé à Tokyo le 30 novembre 69. Je revenais de Hong Kong où j'avais passé un mois pour aller prendre un visa. Bon, enfin, c'est l'histoire. Et il se trouvait qu'en septembre 69, j'avais fait, en compagnie de mon directeur de thèse, Jean Delvert, d'un de mes prédécesseurs géographes au Japon, Jacques Peseux-Massabuo, et 2 autres personnages, tous géographes, on avait fait un tour dans le côté de la mer du Japon, puisque j'étais à Tokyo jusque-là, de l'autre côté, la mer du Japon, et revenu par les Alpes japonaises. Et j'avais eu l'occasion d'acheter une carte postale. Et l'envie m'est venue de faire quelque chose à partir de cette carte postale. Donc j'ai commencé à la copier, ça c'est une copie de carte postale dans les montagnes qu'on appelle les Alpes japonaises. J'ai oublié le nom des montagnes, mais c'est des vraies montagnes. Et puis après ça, il fallait faire quelque chose autour. Ma méthode pour dessiner, c'était de commencer par repérer des formes ou des ombres sur le papier, et puis faire quelque chose à partir de ça. Et le dessin se faisait en dessinant. Je n'ai jamais pu faire quelque chose sur modèle. Jamais. Mes sœurs étaient capables de le faire. Moi, je n'ai pas pu. Jamais. Bon. Donc, petit à petit, autour de cette image de montagne, s'est développé ce qui est devenu ça. Et que, l'ayant achevé 1 an et demi plus tard à Sapporo, le 28 juin 1971, j'avais appelé « Évocation des esprits cavernicoles ». Évocation des esprits cavernicoles, c'est ça les esprits cavernicoles. On peut dire, c'est des choses. Qu'est-ce que ça exprime? Ça exprime en fait ce qui pouvait animer un jeune homme à l'époque, c'est le désir de la femme qu'il n'avait pas dans un pays étranger. Elle est ici, et en somme, c'est ça. Alors ça se joue là, avec des formes bizarres. Telle était l'interprétation de ce dessin qui s'est fait lui-même, donc en fait, il n'y a pas de thème. Hein. En réalité, on peut donner le thème qu'on veut, on peut l'interpréter comme on veut. Ce qui, beaucoup plus tard, a rejoint la mésologie, dans laquelle vous avez, suivant l'être concerné, une vision différente de quelque chose qui est le même objet. Et moi, aujourd'hui, j'interprète cette image tout autrement que je n'avais pu le faire quand j'étais un jeune homme. Dans le sens de la mésologie, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? On a d'un côté ce que, dans le Lao Tzu, on appelle la femelle obscure, qui est la source génératrice de la vie. C'est la puissance d'engendrement de la nature. Pour prendre une comparaison d'un tableau célèbre, c'est ce que Courbet a peint et qu'on a appelé l'origine du monde. Hein. C'est fondamentalement ça. Et dans le taoïsme, c'est la femelle obscure. Et pourquoi est-elle obscure? Bon.
toutes sortes de choses ont été dites là-dessus depuis 2500 ans, mais ce que j'en dis du point de vue de ma mésologie, c'est que c'est la nature qui se cache, hein, comme disait Héraclite, fusis cryptestae filae, c'est-à-dire la nature aime à se cacher. Et ça, ce n'est pas simplement une belle image des présocratiques. La physique nous le dit, et Bernard d'Espagna, quand il parle de réel voilé, que nous dit-il ? Il nous dit qu'on ne peut pas connaître le réel avec un grand R, mais jamais qu'un réel voilé par la relation que nous avons avec. Donc ça rejoint le principe de la trajection, où nous avons S qui représente le sujet logique et l'objet du physicien. C'est la même chose, le sujet du logicien, l'objet du physicien, c'est-à-dire ce dont on s'occupe, ce à propos de quoi on dit quelque chose, et ce à propos de quoi on dit quelque chose, c'est-à-dire une certaine interprétation, c'est le prédicat. Donc le problème, c'est le rapport de S et P. Il y a une oblique entre les deux, qui, dans le sens de la mésologie, veut dire en tant que. Et c'est S en tant que P. Le donné environnemental que Uexküll appelle Umgebung, le donné brut environnemental, qui est interprété par un être vivant en certains termes, c'est-à-dire qui est saisi en tant que quelque chose. Et Heidegger, comme j'en ai dit un mot tout à l'heure dans son séminaire de 29-30, il a développé toute une ontologie à partir de ça. Donc, en fait, comment, à partir d'un quelque chose d'obscur et d'informulé que dans l'origine de l'œuvre d'art, Heidegger appelle la terre, dit Erde, va surgir un monde par dévoilement. Hein, il reprend le mot grec aletheia, qui veut dire le dévoilement, et aletheia, se dire la vérité. Donc la vérité, une vérité, qui elle est historique, parce qu'elle dépend justement de l'interprétation, c'est-à-dire du prédicat. Et ayant lu Dicida, le prédicat, c'est le monde. Le monde est un prédicat. Ça, je n'ai pas eu le temps de développer l'idée. Mais le monde, en somme, ce sont les termes dans lesquels nous saisissons cela qui est obscur, parce que, et là ça rejoint Kant, on ne peut pas le connaître en soi, mais toujours dans une certaine relation avec ça. C'est donc obscur. Donc, et Héraclite et Lao Tzu nous disent c'est obscur. Et la nature se cache. La nature se cache, on ne voit donc pas sa figure, mais trajectivement, par chaîne trajective, parce que dans la relation S en tant que P, ça c'est un moment de l'histoire, mais l'histoire ne cesse jamais, et vous avez les générations qui se suivent, et donc d'autres prédicats. Donc S en tant que P va être réinterprété à son tour par un P', un P seconde, P tierce, etc. Ça ne cesse de se déployer. Là, on rejoint d'un côté ce que Peirce appelait la sémiose et ce que Barthes appelait chaîne sémiologique. Mais ça, je ne l'ai découvert qu'après avoir eu ce concept de chaîne trajective qui m'est venu à l'idée à partir de la traduction de Yamauchi et de questions dérivées de la logique bouddhique du tétralemme, où il parle, parce que dans cette vision qui absolutise la relation, si vous n'avez pas de substance, sur quoi peut-on s'appuyer ? Puisque, vous savez, la substance, c'est hypostasis. Et hypostasis, c'est le se tenir dessous, qui rejoint l'image du sujet hypokeimenon. C'est ce qui est posé, ce qui gît dessous. Et on peut s'appuyer dessus. Et le prédicat va se déployer sur cette base. Ça, c'est la base de la logique. Mais cette base, elle est obscure en elle-même. Et elle ne peut nous apparaître qu'une fois déployée en tant que quelque chose. Voilà.
Donc elle est obscure, mais par chaîne trajective, alors là c'est la volute de la chaîne trajective, elle va nous apparaître. Ça rejoint la même question, mais cette fois-ci en référence à Homère. Parce que ça, c'est la nature. Hein, c'est la nature, la femelle obscure. La première occurrence du mot phusis en grec, c'est dans un certain vers de l'Iliade, dans une scène où Ulysse, qui est arrivé sur l'île de Circé, la magicienne, qui a transformé les compagnons d'Ulysse en porcs, mais Hermès, qui aime bien Ulysse, il tire une herbe de la terre, ec gaïes, hors de la terre, il tire une herbe dont il va lui enseigner la phusis, c'est-à-dire la puissance, ce que cela peut être. Et dans les mêmes vers, il y a 3 vers, il dit c'est un pharmacone. C'est un pharmacone, c'est quelque chose, une plante dont la fleur est blanche et la racine est noire. Et le pharmacone, il est donc ambivalent. Il peut être A et non A. Il peut être bon, il peut être mauvais. Et seuls les dieux connaissent son nom, nous dit Homère. Alors les dieux seuls connaissent son nom qui est Molu, il dit. Donc, mais bon, ça c'est la logique d'un poète. Ça. Donc le nom, ce que c'est en réalité, c'est Molu, mais les humains ne savent pas. Eux, ils ne connaissent qu'en tant que pharmacone, qui peut être ou bon ou mauvais. Voilà, c'est donc une même nature qui va exister pour nous, soit en tant que A, soit en tant que non-A. Donc c'est la même idée, mais là c'est sous la forme d'une fleur. Et ça, finalement, ce sont les êtres qui essayent de saisir la nature. Ils veulent la saisir, mais ils la saisissent toujours en tant que quelque chose. Alors là, c'est la même nature qui commence à être saisie en tant que, vous voyez, les lacs au sens de les liens qui veulent saisir. Là, c'est toujours la même personne. Bon, voilà, hein, c'est grosso modo, c'est devenu l'illustration de la mésologie, mais je répète que quand je l'ai fait, je n'avais aucune idée de ça. Je l'ai reproduit déjà dans un de mes bouquins, je le reproduirai encore dans d'autres, enfin pas tout le temps bien sûr, mais parce que ça peut donner de la, comment dire, ça peut travailler la tête des gens de regarder ça. Un jeune homme qui n'avait pas encore 30 ans, qui manquait de femmes, puisqu'il était dans un pays étranger, il n'avait pas de relation et tout, il désirait des femmes, voilà. Donc j'ai dessiné ça. Les parties intéressantes. Mais c'est tout noir quand même. Hein, oui. Je ne suis pas courbé. Et pourquoi ai-je fait ce visage en noir? C'est parce que je me suis senti incapable de faire un joli visage. Je n'ai jamais vraiment su dessiner. Hein. Je faisais des dessins, mais je n'avais pas la technique. Je ne voulais surtout pas qu'elle soit moche, donc je l'ai faite noire. Et on ne fait que l'entreapercevoir dans son abondante chevelure. La morale de cette histoire, c'est vraiment la morale de la chaîne trajective. Hein, voilà, c'est l'illustration de la chaîne trajective.